Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui osent être qui elles sont et agir selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre l'aventure avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter l'épisode précédent. J'ai le plaisir de retrouver Élodie Crépel, accompagnante, autrice et conférencière, spécialiste de l'hypersensibilité et de la douance. Dans l'épisode précédent, Élodie avait partagé avec nous notamment ses valeurs et la manière dont elle entretient sa flamme intérieure. Aujourd'hui, Élodie va nous parler de la douance, qui est l'un de ses sujets de prédilection. Alors, comment est-ce que tu définirais la douance ? Je pense que la douance, alors après, tu as la définition scientifique, mais tu me demandes moi, je la vois comme une approche et un ressenti du monde qui est bien différent. On ressent et on vit le monde différemment. C'est ce qui crée d'ailleurs cette sensation parfois de décalage, que tout le monde n'a pas parce qu'il y a certains surdoués qui vont s'adapter, voire se suradapter, mais au fond d'eux, ils sentent bien qu'ils n'ont pas les mêmes lunettes, qu'ils ne voient pas les choses de la même façon quand même. Outre le passage de test, quelles sont les caractéristiques permettant de détecter qu'une personne est susceptible d'être surdouée ? Alors, il y a plusieurs grandes caractéristiques. Alors, c'est compliqué parce que quand on dit ça, moi, le risque de ces questions-là, c'est que les gens, ils veuillent faire un listing. Ouais. C'est-à-dire ils vont essayer de tout cocher. Donc, vraiment, je n'encourage pas les personnes qui écouteront ce podcast à tenter de tout cocher. Et c'est pas le Plutôt aller but voir de un ma question. spécialiste de la question. Je pense qu'il y a déjà, dans les caractéristiques, il y a ce qu'on appelle l'antéléchie. L'antéléchie, c'est la motivation à l'action, la force, l'autodétermination, une force intérieure qui va nous pousser. C'est vrai que les surdoués ont souvent cette antéléchie. Elle peut être cependant mise à mal par un manque de confiance. Et c'est ce qui crée justement d'ailleurs le décalage. Parce que les surdoués ont souvent des valeurs très fortes. Alors, tout le monde a des valeurs, mais chez les surdoués, elles prennent une force et un impact considérable. Et si leurs actions ou leurs choix de vie ne sont pas en fait alignés à leurs valeurs, ça crée un véritable malaise et qui va petit à petit justement les mettre en grosse difficulté dans leur vie personnelle comme professionnelle. Ils vont manquer de confiance en eux, voire d'estime d'eux-mêmes et un désamour profond en fait. Ils auront la sensation de ne pas avoir leur place, de ne pas savoir quoi faire et ça peut même les mener à la dépression. Donc cette intelligence, elle est quand même très puissante. Donc voilà. Ensuite, il y a une hyperstimulabilité des sens. Sans parler forcément d'hypersensibilité, parce que tous les surdoués ne sont pas hypersensibles, ils ressentent le monde quand même. Tu vois, moi, j'appelle souvent ça comme un exhausteur de goût. Tu vois, hein, comme, je sais pas, tu mets du sel sur tes plats, ça relève le goût des choses. Bah, c'est un peu la même chose avec la douance. Donc, ils sont très stimulés, tu vois, partout. Alors, soit effectivement au niveau de leur sens, bah voilà, l'odorat, le toucher, tout ça, mais ça peut être aussi des sensations, ça peut être des sentiments, ça peut être dans la curiosité. Il y a une sorte voilà, de puissance en fait dans dans le fait qu'ils soient stimulés. Mais ça peut être aussi dans l'énergie physique. Alors certains non, certains. Mais tu vois, voilà, ça peut prendre ça peut être intellectuel, sensoriel, ça peut être dans l'imaginaire. Donc souvent pour les grands créatifs ou les grands artistes, on peut parler de ça. Alors on peut parler d'intelligence. C'est pas une plus grande intelligence, mais c'est une intelligence différente. C'est vrai que comme ils vont aller au fin fond des choses, ce sont des investigateurs, des investigatrices de la vie. Donc, tu vois, qui vont se questionner déjà tout jeune, en fait, sur le sens de la vie, sur toutes ces grandes questions. C'est ce qui va justement générer, souvent, on me dit, bah, je me sentais un peu à part parce que, bon, voilà, mes copains et mes copines, ils se moquaient un peu de moi quand je me posais toutes ces questions-là. J'étais un peu seule là à regarder les étoiles déjà très jeune et à me questionner sur l'univers. Tu vois, voilà. Il y a des choses comme ça qu'on repère énormément chez les enfants surdoués, toutes ces questions métaphysiques et qui ont vraiment une soif de besoin de réponse. Enfin, je veux dire, c'est vital. Il y a vraiment un appétit intellectuel, insatiable presque. Il y a toujours une question qui amène une autre question. Alors, tous les enfants passent par la phase de beaucoup de questions, mais alors là, c'est insatiable et ça fatigue énormément les parents. Il y a aussi, je crois qu'il y a un truc qui revient souvent, c'est la quête de vérité, d'honnêteté, d'authenticité, qui est assez forte chez les surdoués. Ils ont besoin de ça. Parce que c'est un peu comme s'ils avaient des lunettes, tu sais, moi j'aime bien utiliser cette image-là,
tu sais, laser, tu vois, qui scannent. Mhm. Donc, ils vont vite ressentir chez l'autre s'il y a un faux self, tout ça. Même s'ils n'ont pas conscientisé, parce qu'ils n'ont pas ces termes-là, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance-là dans psychologie, ce qui est possible, hein, ils vont le ressentir. Et ça va leur manquer. C'est pour ça aussi, surtout, qu'ils vont dire, tu vois, dans les relations, j'ai besoin de relations intenses, j'ai besoin de discussions intenses, j'ai besoin qu'on aille dans le vrai, j'ai besoin vraiment qu'on creuse. Genre, j'aime pas que ça soit juste superficiel, ça ne m'intéresse pas. Et donc, il y en a beaucoup qui sont en souffrance dans leurs relations en amitié parce qu'ils n'ont pas ça, tu vois, ils n'ont pas ce côté-là. Alors, parfois, c'est vu un peu genre, ils sont fusionnels. C'est pas dans la fusion. Alors, ça n'empêche pas que certains pourraient avoir une dépendance affective, mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas lié à l'advance ou à l'hypersensibilité. C'est lié à une carence affective qui, tu vois, qu'ils essayent de combler. Mais il y a quand même effectivement ce besoin puissant. Et c'est une personne qui ne l'a pas, ça peut être ressenti comme une fusion et ça peut être très douloureux. Donc, effectivement, des fois, ça peut être compliqué relationnellement si on n'a pas conscience de ça et qu'on n'a pas compris comment on pouvait faire. Du coup, ça peut avoir de l'impact aussi sur le perfectionnisme. Il y en a beaucoup qui sont perfectionnistes dans les surdoués, mais là, des fois, on peut parler d'exigence. Du coup, il y a aussi de l'idéalisme lié aux valeurs. On retrouve aussi beaucoup ça. Tu vois, ce côté de monde idéal. Et si, et si, et si, et qui peuvent les rendre totalement malades. Parce qu'à un moment donné, bah, il faut bien lâcher sur le fait qu'on ne puisse pas, on peut pas refaire le monde. Hein. Mais il y a ce côté idéaliste du monde, ou bien aussi parce qu'il y en a qui ont totalement lâché et se dire de toute façon c'est de la merde, on ne pourra rien y faire. Hein. Il y en a qui ont vraiment ces discours-là. Ils peuvent être aussi idéalistes en façon de faire les choses. Non, mais il y en a vraiment. Je pense que c'est d'ailleurs une manière de se protéger. Chez les surdoués qui ont ce côté un peu très négatif, très pessimiste, bon, qui se diront idéalistes. Hein. De toute façon, C'est voilà. ça. Il y a une façon de se protéger de toute façon. Je ne peux rien y faire, donc effectivement, je lâche l'affaire. C'est OK, enfin, moi, je n'ai pas de jugement là-dessus, mais ils peuvent être aussi, du coup, très exigeants envers les autres. Comme ils le sont envers eux-mêmes, mais qu'ils n'en ont pas forcément conscience, ils peuvent être exigeants envers leur entourage. Et ça peut être extrêmement douloureux. Parce qu'ils ont besoin que tout soit... genre, un mot est un mot, et si tu as employé ce mot, c'est que ce mot avait un sens particulier. Alors, pourquoi tu as dit ce mot? Et l'autre, il dit, mais j'ai dit ça comme ça. Non, on ne dit pas ça comme ça. Tu vois, tout peut prendre effectivement des proportions qui peuvent être très douloureux pour un entourage qui ne connaît pas ça. Mais aussi, du coup, mais tu vois, je reprends parce que moi, j'ai été formée auprès de Fabrice Michaud sur l'Advance. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Si jamais il y en a qui ont envie de se former sur l'Advance, vraiment, je le conseille les yeux fermés. Il disait hein, qu'effectivement, les surdoués qui s'ignorent, ou voilà, ça peut être de vrais tyrans. Ils peuvent être tyranniques. Après, il y a moyen effectivement de discuter avec eux de tout ça, mais on peut effectivement surdouer de par finalement, tu vois, toute son intensité, il peut devenir quelqu'un de toxique, malgré lui, ou volontairement, après pour certains, mais ça c'est autre chose. Ouais, ça, c'est autre chose. Voilà. Voilà. Moi, je ne sais pas si c'est clair, je suis un peu partie dans tous les sens, mais voilà. Quand on parle de grande arborescence, bah, tu vois, il y a un exemple là. Alors, tu en as fait un petit peu allusion, mais peut-on dire que les surdoués ont des valeurs qui leur sont propres? Oui, là, elles sont propres à chaque personne, elles sont colorées par rapport à leur vision du monde, et ça, c'est singulier, et c'est totalement, enfin voilà, ça dépend de la vie qu'on a eue Tout à fait. et de qui on est, mais oui, je trouve que c'est quelque chose, tu vois, voilà, c'est exactement, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment une différence assez notable par rapport aux personnes qui ne sont pas surdouées, c'est-à-dire que tout le monde a un système de valeurs, hein, bien entendu, Bien sûr. mais chez le surdoué, ça prend un impact considérable, c'est-à-dire qu'en fait, euh, aller à l'encontre de ces valeurs, ça le rend malade. Non, mais d'un point de vue propre comme au figuré d'ailleurs, hein, ça peut vraiment physiquement le rendre malade. Et il peut mais vraiment péter un câble. Moi, j'en ai déjà vu. C'est très, très intense, c'est puissant. En fait, vraiment, je pense que tu lui demandes la pire chose au monde. Alors que toi, qui n'as peut-être pas le même système de valeurs, tu dis, mais ça va pas, mais pourquoi il ou elle réagit comme ça? Vu de l'extérieur, la personne, elle passe pour une hystérique, une folle, en fait, une folle alliée, tu vois. Tu pourrais te dire si tu n'as pas cette connaissance-là, mais en fait, c'est épidermique, c'est vraiment, voilà. Tu vois, par exemple, on dit souvent les surdoués n'aiment pas l'injustice, ce qui est plutôt vrai dans l'ensemble, mais personne n'aime les injustices. Quand on dit ça, souvent les gens disent, ah, mais moi aussi, j'aime pas l'injustice. Mais j'ai envie de dire, oui, bah, en même temps, j'ai jamais rencontré, en tout cas, peut-être que ça existe, hein, mais j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit, non, moi, l'injustice, j'adore ça. Alors là, c'est le fondement même de... bah, ça doit exister, tout existe. Mais
Je pense que c'est plutôt rare. Mais par contre, chez les surdoués, ça a un impact très profond. Ça détruit l'essence même de qui ils sont. Ça les débecte, quoi. C'est à un point, ça les révulse, vraiment. C'est vraiment très, très fort. Alors pareil, tu en as un petit peu parlé dans ta réponse à la précédente question, mais comment la douance peut-elle se manifester chez les enfants? Alors déjà, la douance, elle est innée. On remarque ça chez les tout petits, en général, ce sont des enfants, ils sont présents, on sent une présence. C'est-à-dire que dès la naissance, hein, dès qu'ils sortent du ventre de leur mère, alors après, qu'importe l'accouchement qu'on a eu, tout ça, après, bon, effectivement, si l'enfant est né prématuré ou avec des soucis de santé, c'est différent, mais souvent, les parents disent, ou même tu vois, le corps médical va dire, waouh, il a un regard intense. Oh là là, il est éveillé quand même, hein. Oh, voilà, ça peut même être un regard qui va mettre mal à l'aise. J'ai déjà eu des témoignages comme ça qui me disaient, cet enfant, quand il me regarde, oh, il est mal à l'aise. Et ça, c'est souvent un signe quand même. Ses yeux, en fait, on sent qu'ils se connectent au monde, quoi. C'est vraiment ça. Ça n'empêche pas que c'est des bébés qui vont dormir, que parfois ils auront les yeux fermés. Tu vois, voilà. Hein, mais je veux dire, on sent déjà, en fait, moi j'ai la sensation, mais après je peux me tromper, mais j'ai la sensation que c'est déjà une grande curiosité. Donc tout regarder, tout ça va pas leur suffire. Il y en a. Alors, souvent, on veut bien faire, tu sais, dans certaines pédagogies, on va mettre des petits trucs juste noir et blanc pour faire des contrastes et tout. Ça va pas convenir à ces enfants-là. Il va leur falloir plus, très vite, très très vite, beaucoup plus. Et alors, il y en a qui vont être très visuels, d'autres très moteurs, d'autres plutôt, ça va être le vocable qui va évoluer beaucoup plus vite. Euh, D'autres, pas forcément. Ça va pas forcément se voir, mais ça va être dans l'intensité des émotions, dans le ressenti, dans la perspicacité de ressentir l'autre. Donc, ça peut se voir plus tard, surtout si on n'est pas attentif à tout ça et qu'on ne le sait pas. Mais je pense que cette intensité, en fait, on va la retrouver. Je pense que c'est vraiment une particularité. Alors, celle qui se voit le plus, mais parce que je pense qu'elle est le plus dérangeante, je mets ça entre guillemets, mais dans le sens où c'est pas évident, c'est le côté émotion. Ces enfants qui font de grosses tempêtes émotionnelles, parce que ça met en mal tellement leurs parents que forcément, en fait, ils essayent de chercher des réponses à leurs questions, ce qui est totalement légitime. Donc, du coup, c'est ça qui va revenir le plus. Mais pour autant, il y a des enfants surdoués qui ne font pas tant de tempêtes émotionnelles que ça, soit parce qu'ils sont peut-être aussi avec un environnement ou des parents qui sont dans l'acceptation de leurs propres émotions et du coup, qui vont pas vivre ça douloureusement. Soit parce que tout simplement, ce sont des enfants qui, par rapport à ça, ils ont aussi peut-être une régulation naturelle qui se fait aussi, parce que peut-être que leur cerveau là-dessus a évolué beaucoup plus vite, mais et l'intensité va se voir dans autre chose. Donc ça peut être effectivement dans la curiosité insatiable de toujours poser mille et une questions, et ça, voilà. Euh, Souvent, les parents vont dire, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ce n'est jamais assez. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les parents qui ont des enfants surdoués. Cette sensation de dire, mais je ne sais pas comment faire avec lui, avec elle. Parce que ça va être des enfants qui vont mettre les pieds dans le plat, hein, aussi, qui vont avoir tendance aussi à devenir les parents de leurs propres parents, parce qu'ils vont très vite capter les limites de leurs propres parents. Ça va aller très très vite. Donc, le parent peut se sentir dépassé tant par les questions parce que il ne sait plus y répondre. Donc ça, c'est l'angoisse de tous les parents. Je ne sais pas donner de réponse à mes enfants. C'est pas grave. Au lieu de donner des réponses, donnons-leur la possibilité de trouver leur propre réponse. C'est plutôt ça, hein. Parce que sinon, effectivement, on s'en sort plus. Mais du coup, il y a vraiment ça. Je pense qu'un parent doit accepter de ne pas être parfait. Et ça, c'est beaucoup plus du coup agréable après d'accompagner un enfant surdoué. Mhm. Parce qu'il faut accepter de se sentir dépassé. Je sais de qui je parle. C'est bon. Mais c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, en fait, j'accepte de pas du tout être parfaite. J'accepte de ne pas du tout être le parent que j'aurais aimé être. Moi, j'ai 3 enfants avec des personnalités totalement différentes. Et du coup, chacun a des besoins totalement différents. Et donc, finalement, je suis un peu une mère différente pour chacun d'entre eux. Mhm. Et indépendamment de leur âge. Ça aussi, je crois que ça va être important. C'est ça qui revient souvent aussi. On dit, j'ai l'impression qu'il ne fait pas son âge. Et ça, c'est intéressant comme remarque parce que d'une certaine manière, parfois, oui, ça reste des enfants. Ils ont parfois que 6 ans, que 4 ans, que 12 ans, que 16 ans. Ça reste aussi des enfants. Mais il y a cette sensation il ne fait pas son âge. Et du coup, on a des fois
on fait l'erreur parfois de ne pas savoir comment les accompagner dans le sens, ah oui, mais alors là, tu fais la grande, alors je suis désolée, dans ces cas-là, tu sais, souvent on entend ça, ah ben là, elle fait plus la grande, alors là, tu fais plus la... Mais en fait, c'est juste que leur maturité ne se situe pas sur tous les points et sur tous les plans, et ça, il faut l'accepter, c'est pas toujours évident parce que ça demande une adaptation constante à son enfant. Et souvent, ces parents-là ne trouvent pas forcément des réponses dans les livres, tu vois, de parentalité lambda, je mets lambda entre guillemets, hein, voilà, parce qu'ils ne trouvent pas les réponses. Parce qu'en fait, ça va leur demander, face à un enfant comme ça, de toujours s'adapter et donc un lâcher-prise terrible. Donc non, il n'y a pas de réponse toute faite. Et je pense que c'est le plus compliqué. Mais c'est aussi ce qui est le plus beau. Parce qu'une fois qu'on a compris ça, ce sont des enfants qui ont une soif de vie et un amour incroyable à donner. Alors pareil, tu en as un peu parlé, mais comment peut-on accompagner au mieux un enfant surdoué? Je pense que déjà, il faut s'interroger là-dessus et souvent les parents n'osent pas. C'est vrai que bon, on en entend un peu de tout dans le sens, bah oui, tout le monde croit que son enfant est surdoué. Bon, alors, indépendamment de ce que fait tout le monde, on s'en fout un peu, c'est se dire, bah, je suis légitime à me poser des questions et donc à chercher des réponses concernant mon enfant à moi. On s'en fout de ce que fait tout le monde. Et donc d'aller chercher des personnes ressources pour avoir des réponses à mes questions, pour mon enfant, pour ma relation avec mon enfant. Mais du coup, et c'est là où ça va être intéressant, se questionner sur soi. Hein, parce que les chiens ne font pas des chats. Et même si peut-être soi-même on n'est pas surdoué, bah, il faut être à l'aise avec soi-même, en fait. Parce que l'enfant surdoué va mettre... En fait, lui, il va voir le gros bouton rouge, il y aura écrit ne pas appuyer, il va appuyer dessus. C'est-à-dire que nos propres failles, nos propres limites, nos propres contradictions, les enfants, même très jeunes surdoués, mais maman, tu me dis ça, mais pourquoi toi tu fais ça alors? Mais tout jeune, hein, ça ne le fera pas. Donc, mais si le parent il reste dans cette, tu vois, dans cette posture d'adultisme, de se dire mais c'est moi le parent, moi je dis ça, donc c'est normal que. Bah, en fait, là, on va aller droit dans le mur. On va aller clairement droit dans le mur. Parce qu'en grandissant, l'enfant, tout jeune, c'est normal que l'enfant, il veut plaire à son parent. Donc, bah, il va lâcher. Mais en grandissant, ça ne va pas se passer comme ça. Oui, il va perdre confiance dans ses parents. Et donc, ça, c'est terrible parce que s'il se passe quelque chose dans sa vie, il ne va pas pouvoir, en fait, euh, par confiance, demander de l'aide ou bien tout simplement la relation, à un moment donné, bah, va s'étioler avec le temps. Et ça ne sera pas une bonne relation. Et c'est pas ce qu'on veut. En général, en tant que parent, on ne se projette pas sur une mauvaise relation avec nos enfants. On a envie qu'elles perdurent tout au long de la vie et d'être à leur côté et que ça se passe bien. Donc, il faut lâcher là-dessus. Ça demande de repenser la parentalité et ça demande du coup de beaucoup travailler sur soi. Parce que l'enfant, après, plus il va grandir et plus il va nous poser des questions sur qui on est, sur pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait tel choix. Et malheureusement, il va mettre les pieds dans le plat volontairement ou involontairement, parce que des fois, c'est très, très conscient, mais il va nous mettre face à nos propres difficultés, à nos propres failles. Et ça, si on n'est pas bien avec soi, ça va être extrêmement douloureux. Et on va le reprocher à nos enfants. Et on va rentrer en guerre avec eux. C'est pas le but. Donc, je pense que justement, avoir un enfant surdoué, ouais, ça demande une bonne thérapie. C'est bon, d'accepter ses failles, d'accepter ses limites, de gagner en humilité par rapport à ça, de lâcher prise sur plein de choses. Et du coup, quand tu fais ça, tu lui laisses sa place. En fait, tu laisses pleinement la place à ton enfant d'être lui-même. Parce que tu es moins du coup dans l'attente déjà. Et tu acceptes qui il est. Et ça, je pense que c'est le travail de toute une vie quand on est parent. Parce qu'on a toujours des attentes inconscientes sur nos enfants. Il y a toujours dans la fratrie ou pour le premier, qu'importe, on dit souvent qu'il y a un effet miroir. On se voit à travers nos enfants, on voit des choses. Ça demande toujours du coup à retravailler sur soi en permanence. Et c'est d'ailleurs, je pense, un des cadeaux parmi d'autres, mais c'est ce qu'on peut faire à nos enfants parce que ça va nous permettre de les aimer pleinement pour qui ils sont et non pas pour ce qu'on aimerait qu'ils soient. Et concernant les femmes surdouées, peut-on dire qu'elles ont des spécificités? Et si oui, lesquelles? Ouais. Les femmes surdouées, alors on se rend compte que depuis toute petite, elles vont davantage se suradapter. Alors je pense que moi je le lis en tout cas en lien avec le sexisme ordinaire qu'on a dans nos sociétés. On attend inconsciemment d'une petite fille qu'elle soit plus sage, qu'elle fasse moins de crises,
qu'elle fasse tapisserie, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Concrètement, par exemple, un petit garçon qui va s'énerver, qui va se mettre en colère, on va dire, ah, c'est normal, c'est le petit garçon, ah, ben, c'est les garçons, hein. Ah, C'est vrai. voilà. Mais à contrario, tu vois, chez un garçon qui pleure, on va lui dire, ah, et t'es un garçon, t'es fort, dis donc, et on pleure pas quand tu es garçon. Tu vois, ce genre de, voilà, de discours qui y a encore malheureusement beaucoup, ou même si ça commence un peu à s'effacer, parce que, bon, voilà, et je pense qu'il y a pas mal de choses là-dessus, on garde quand même, malgré tout, cette idée où on s'inquiète davantage si ce petit garçon pleure beaucoup. Tu vois, même si on sait que c'est normal, parce qu'on nous l'a dit, il y a ce truc, il est quand même très sensible. Alors qu'on le pensera moins pour une petite fille, par exemple. Et donc, pareil dans l'autre sens. Moi, par exemple, quand j'étais petite, on m'a toujours fait comprendre que j'avais trop de caractère. Je suis sûre, j'aurais été un garçon, on m'aurait dit, eh, c'est bien, il a du caractère. Tu vois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais du coup, on m'a quand même dit qu'aucun homme ne voudrait de moi parce que j'avais trop de caractère. Mais tu t'imagines l'idée qu'on m'a mis en tête. Bon, alors, bien sûr, bon, j'ai jamais prêté trop attention à ça et puis je vis une relation de couple très satisfaisante, mais je pense que ça aurait pu avoir beaucoup d'impact en me disant, ben, tu vois, par exemple, si j'avais eu des échecs dans mes relations, j'aurais pu dire, non, mais voilà, parce que j'ai trop de caractère, on me l'a toujours dit. Tu vois, j'aurais pu prendre ça comme une vérité absolue. Donc voilà, les femmes, en tout cas, on attend d'elles aussi qu'elles se sacrifient. Il y a vraiment ce côté-là, la femme, elle doit penser aux autres. Déjà, on retrouve beaucoup de femmes dans les relations, dans les métiers d'aide, tu vois, j'en fais partie, hein, donc voilà. Mais voilà, il y a aussi ce côté, quand elle est mère, en fait, on va compter sur elle pour qu'elle se sacrifie également auprès de ses enfants, mais aussi dans les relations de couple. C'est-à-dire que c'est souvent la femme qui va porter l'homme. Alors ça, c'est terrible parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes sont des petites choses fragiles. Et je me dis, mais c'est terrible pour eux parce qu'on les voit en fait comme des petites choses. Pas du tout. Ils ont les mêmes capacités de résilience que nous, de se remettre en question. Enfin, voilà. Tu vois, on le voit aussi dans les cours de récréation. Les garçons, on va plutôt favoriser les jeux en fait sportifs, les jeux en fait d'action. Donc, ils vont être dans l'action. Donc, voilà. Tandis que les filles, qu'est-ce qu'elles font, notamment au collège? Elles s'assoient pour discuter. Tout à fait. C'est pas un mal parce qu'elles développent aussi des capacités du coup d'introspection, elles développent des capacités de verbalisation, d'être à l'écoute de leurs émotions. Ce sont des vraies compétences, hein. Mais après, effectivement, derrière ça, en fait, elles vont développer des compétences, encore une fois, de s'adapter aux autres parce qu'elles vont développer ce genre de compétences. Et donc, chez les femmes surdouées, on va retrouver ça également, c'est-à-dire qu'elles sont bien moins nombreuses à passer le test, à même s'interroger sur elles. Moi, en général, les personnes, quand elles viennent me voir, bah, c'est parce qu'elles s'interrogent sur leurs enfants. Et qu'est-ce que j'entends souvent? C'est « Ah non, mais ça doit venir du papa. » Moi, je pense que non, 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 c'est sûr. Moi, je ne suis pas surdouée. Mais c'est le papa, c'est sûr, certainement. Alors, pourquoi? Tu vois, pourquoi, en fait? Et ça reste. Et même une fois, alors ça on le voit quand on leur fait passer le test. Les hommes, c'est un soulagement dans le sens où, ah, je m'en doutais, effectivement, ça répond à mes questions. Et du coup, ils sont fiers après, tu vois, de, OK, c'est bon, tu vois, ça confirme ce que je ressentais. Là où les femmes, elles sont paumées après le test. C'est non, mais t'es sûre? Non, non, c'est pas possible. Oh, je vais avoir du mal à m'y faire. Oh, j'arrive pas à y croire. Oh là là là. Bon, là, ça veut dire que je suis pas folle, non, parce que toute ma vie, on m'a dit que j'étais folle, que j'étais hystérique, que j'étais pas normale, et puis je me sentais pas normale. Mais est-ce que tu es sûre? Et ça va les bouleverser. Tu vois, elles vont prendre vraiment un temps, en fait, à vraiment se dire, est-ce que c'est vraiment moi? Et ça, c'est vrai que c'est très féminin. Parce que, et on retrouve du coup le syndrome du caméléon et de l'impostrice. C'est vraiment, pour le coup, un caméléon, on va dire, donc, et de l'impostrice. Ce sont deux syndromes très forts chez les femmes surdouées. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on connaît mal la douance au féminin. On commence à en parler là depuis 1 ou 2 ans, mais jusqu'à présent, on connaissait mal, très très mal la douance au féminin parce que, en fait, elles mettent toute leur énergie à cacher leur douance. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Ouais, tout à fait. Et le fait d'être surdoué peut-il avoir des incidences dans ses rapports avec les autres? Totalement. Alors, pas forcément, parce qu'il y en a pour X et Y raisons. Je pense que quand je retrace les témoignages, je me rends compte que si la personne, en fait, a été déjà bien dans sa vie enfant, qu'elle s'est sentie aimée, acceptée, encore une fois, comme elle était, ça lui a permis d'avoir une certaine confiance, qui lui permet après de s'adapter, en fait, à l'autre, mais sans se mettre en difficulté. C'est-à-dire que je m'adapte comme on s'adapte, en fait, dans la vie de tous les jours, et c'est une capacité incroyable et très positive. Mais je n'oublie pas pour autant et je sais avec qui ça va matcher et avec qui ça ne matchera pas. Donc voilà, il y a des surdoués qui n'ont absolument aucun problème relationnel. Enfin, je veux dire, souvent on parle de ça, mais on parle de ça parce que
Bon, on en parle quand c'est un problème, tu vois, mais quand ce n'est pas un problème, bon voilà. Mais je tiens quand même à le dire parce que souvent on se dit que les surdoués ont des problèmes de relation. Non, ils peuvent, mais comme les non surdoués. Donc oui, les surdoués peuvent avoir une différence relationnelle pour tout ce que j'ai dit avant. Je ne vais pas forcément me répéter parce que ça va être trop long, mais il y a cette intensité, il y a ce décalage au monde, il y a le fait de penser et de ressentir le monde différemment. Et du coup, on peut se sentir en incompréhension, un peu comme si moi je ne parlais qu'anglais et que j'étais face à quelqu'un qui ne parle que chinois. On a la sensation parfois de ne pas du tout parler la même langue. Et pour quelles raisons les surdoués peuvent-ils être davantage victimes de relations toxiques? Parce que, en fait, alors les relations toxiques, si tu parles de pervers narcissiques, ce sont des personnalités déjà en fait très particulières. Alors, je ne sais pas si tu me parles de ça ou si tu me parles. En fait, je l'ai englobé parce qu'effectivement, il y a les pervers narcissiques, donc c'est bien connu que les surdoués sont plus victimes des pervers narcissiques, mais il y a aussi les relations toxiques. Donc c'est vraiment tout cet ensemble, en fait, que j'ai tout mis dedans. Oui, alors voilà, c'est pour ça que c'est un peu différent. Ouais. Ouais, parce que le pervers narcissique, dans sa construction psychique, comme il a une problématique d'ego, Mm. comme effectivement il est totalement blessé, il va se nourrir des autres. Donc, il va être attiré par ces personnalités-là qui sont intenses. C'est un peu, je ne sais pas si toi tu meurs de faim, tu vas être attiré vers une assiette qui est remplie de nourriture que plutôt juste un fruit, tu vois, par exemple. Voilà, on va dire que pour le pervers narcissique, les surdoués, c'est cette assiette, cette table même, cette table remplie de nourriture qui est très appétissante. Donc forcément, ça va les attirer. Mais la toxicité d'une relation vient parfois juste dans l'incompréhension, qui n'est pas du tout conscientisée. C'est-à-dire que, en fait, je pense que le surdoué attire la toxicité comme lui, il peut être toxique pour d'autres personnes. De par cette intensité, cette singularité, cette différence, on essaye de se comprendre, on n'y arrive pas. On a la sensation d'être dans l'attente de l'autre, c'est-à-dire que le surdoué attend des choses dans la relation de quelqu'un et l'autre a la sensation de ne pas y arriver. Du coup, ça crée aussi des difficultés. Enfin, ça peut être dans bien des thématiques comme ça. Et après, il ne faut pas oublier qu'on vit dans un monde où être surdoué, c'est quand même très atypique, où c'est quand même une minorité, et où la majorité, parce qu'on est dans un monde où c'est toujours une recherche de pouvoir permanent, et où les gens, si, en fait, ils n'admettent pas que des fois, il y a, enfin, où on peut avoir ni tort ni raison. Donc, du coup, quand on est dans la majorité, les gens se disent, ben, j'ai forcément raison, puisque je suis comme tout le monde. Donc, quelqu'un qui n'est pas comme tout le monde, il a tort. Donc, je vais lui faire comprendre qu'il a tort de ne pas être comme tout le monde. Tu vois. Sinon, ça remettrait quoi en question? Tu as l'impression que tu remets tout l'ordre établi rien qu'en étant différent. Et ça angoisse beaucoup de gens dans la société. Ça angoisse énormément de gens. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont tout faire pour nous faire entrer dans des moules. Parce que ça, le fait que tu sois en dehors des moules, ça remettrait en question le fait qu'il faut rentrer dans des moules. Et comme ils se sont construits avec cette idée-là, ça serait trop douloureux pour eux de tout remettre en question. Donc, ils vont tout faire pour que toi, tu rentres dans un moule. Et là, du coup, effectivement, c'est très toxique. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour poursuivre, qu'en est-il de la relation de couple lorsque l'un des partenaires ou les deux sont surdoués? Y a-t-il une répercussion? Totalement. Totalement. Bah, tu sais, je suis en train d'écrire justement un livre sur les couples atypiques, donc ça me parle forcément. Je m'en doute. Euh, J'avais lu, ouais. effectivement. Ouais. Mais oui, totalement. Il faut vraiment prendre en considération cette particularité. Je crois justement qu'un couple ne peut pas fonctionner si on n'est pas conscient de cette particularité, chez l'un ou chez les deux. Si on est dans le déni de ça, ça va péter. Ça va péter parce qu'en fait, le couple, il est tout le temps en mouvance. Et on ne peut pas, voir ça comme quelque chose de figé, hein. Absolument pas, parce que déjà, il se compose de personnes, on va dire. Maintenant, il y a des troubles, comme on dit. Enfin, voilà, mais on va rester sur le classique. Mais donc, ça, en tout cas, ça se compose d'individus qui, eux, sont toujours en mouvance. Le surdoué, lui, il évolue très vite tout le temps. Donc, il a besoin d'avoir une bonne connaissance de lui-même s'il veut pouvoir expliquer son fonctionnement à l'autre. On a besoin de communication dans un couple. Sinon, ça veut dire qu'on est dans un jeu de pouvoir. Comme à l'époque, quand les couples étaient comme ça, c'est-à-dire chacun, il avait des rôles particuliers, chacun avait des pouvoirs particuliers, et on soumettait l'autre à son propre pouvoir décisionnel. Pardon. Mais si on veut un couple épanoui, ça demande de lâcher ça demande de lâcher certains privilèges, ça demande de réinterroger justement ces jeux de pouvoir constants, et donc ça demande de communiquer énormément sur ses besoins et ses valeurs.
pour pouvoir communiquer dessus, il faut déjà les connaître. Et comme effectivement chez le surdoué, il y a une intensité très très forte de tout, comme tu vois, comme je te dis, des valeurs, mais aussi des besoins, bah, si il ne communique pas dessus, il va les imposer à son partenaire, en fait. Et que l'autre soit surdoué ou pas, ça va péter. Donc, il y a besoin, effectivement, d'avoir une bonne connaissance de soi et du coup de grandir ensemble là-dessus. Et d'être toujours dans cette communication constante. Alors, communiquer, c'est pas forcément verbal, parce que souvent on me dit, ah oui, mais bon, moi, j'ai du mal à parler. On peut communiquer autrement, hein. Y a, d'ailleurs, chez les surdoués, les non-dits peuvent souvent dire beaucoup plus de choses. Tu vois, il y a pas mal de... Enfin, voilà, il y a plusieurs manières de communiquer à l'autre. Il y a aussi cette histoire, tu vois, de comment on se sent aimé dans son couple et qu'est-ce qu'on attend du couple. Les attentes dans le couple, eh ben, il faut aussi être sur la... Ouais, il faut en être conscient aussi. Puis ça peut évoluer. Comme je te disais, chez Surdoué, tout évolue très, très vite. Il y a une temporalité qui est totalement différente. Vraiment. Et qu'il faut en prendre compte. Pour faire bref. Et comment une personne surdouée peut-elle s'épanouir au mieux dans son quotidien? Vraiment en étant en adéquation avec ses valeurs, tout simplement. C'est un fil rouge, c'est une sorte de panneau de direction, tu vois, un phare dans la nuit. Après, ça va lui demander quand même de déconstruire pas mal de choses, d'enlever son faux self et de réaliser que, parce que surdoué, il est comme tout le monde, il y a ce qu'on lui a mis dans la tête quand il était petit. Il y a aussi cette peur d'être rejeté et donc de vouloir rentrer absolument dans le moule et donc de penser qu'en ayant les choses dont tout le monde rêve, il sera heureux, alors absolument pas. Donc, c'est vraiment se reconnecter à lui, en fait, et à ses besoins et à ses valeurs propres. Ça peut durer un temps, hein. Moi, je connaissais des surdoués qui pensaient que justement, la gloire, l'argent, tout ça, ça le rendrait heureux, parce que c'est tout ce que, a priori, en fait, le monde te met en valeur ça, donc tu as peut-être la sensation qu'effectivement, en ayant ça, tu sais, c'est un peu comme tout le monde veut le dernier téléphone à la mode, donc tu penses qu'en ayant le dernier téléphone à la mode, tu seras heureux. Bon, une fois que tu l'as, tu te rends compte que tu veux encore autre chose. Donc, c'est que c'était pas ça que tu voulais. Donc, ça, c'est un peu la même chose, tu vois. Il y en a, ils vont justement aller très, très haut, à des sommets, hein. Il y en a beaucoup, justement, qui font des reconversions professionnelles, justement en ce sens, parce que ils ont fait de grandes études, comme papa et maman voulaient. Ils ont gagné beaucoup d'argent, comme la société semble te faire croire que c'est ça qui est très important. Et puis, à un moment donné, en fait, ils abandonnent tout, ils lâchent tout, bien ils font un burn-out, une dépression, et puis ils se rendent compte que c'était pas du tout ça qui les rendait heureux. Donc, je pense que la conclusion, c'est ça, en fait, se reconnecter à soi. Ça, c'est pour tout le monde pareil, je pense. Oui, effectivement, ouais. Et pour terminer, en quelques mots, que souhaiterais-tu que nos auditeurs retiennent de notre échange? Que la douance n'est pas ce qu'elle semble l'être. C'est-à-dire que c'est vrai que ça m'irrisse un peu le poil quand on diminue la douance à une grande intelligence ou à ce que... Il ne faut pas oublier que ce qu'on voit dans les médias, c'est pour faire de l'audimat. Donc, c'est du spectaculaire. C'est ça, hein, c'est uniquement ça, hein. Et donc, du coup, c'est terrible parce qu'il y a des gens qui ne se posent pas la question s'ils sont surdoués ou si leurs partenaires ou si leurs enfants le sont, tout simplement parce qu'ils ont cette idée du surdoué dans la tête. Tu vois, c'est se dire, non, mais moi, j'étais pas bonne à l'école. On s'en fout, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte pour qu'un enfant soit doué ou pas doué à l'école. Maintenant, il y a énormément d'études en psychologie sociale, en cognition qui démontrent que c'est pas juste comprendre une consigne. D'ailleurs, souvent, le surdoué, quand il lit une consigne, il peut comprendre 10 consignes différentes. Donc, tu vois, il peut répondre vraiment à côté de la plaque. Mais donc voilà, je pense que c'est ça, c'est se dire si le sujet ou pas. D'ailleurs, si la personne, elle a bien voulu écouter ce podcast, qu'elle creuse le sujet. Voilà. C'est bien résumé. Merci beaucoup en tout cas. Ouais. Merci à toi. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine où je vous emmène à la rencontre d'un nouvel invité. À très bientôt. Abonnez-vous dès aujourd'hui au podcast Il y avait une fois sur Apple Podcast ou sur une autre plateforme de votre choix ou encore sur YouTube. Et laissez-y votre avis, c'est le meilleur moyen de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. Vous pouvez également suivre Il y avait une fois sur Instagram ou Facebook. À bientôt pour le prochain épisode.